Bonjour à tous, je reçois Monsieur Patrick Cassi, le représentant du secrétariat du Conseil national de sécurité, un Conseil national de sécurité que préside le chef de l'État en personne. Monsieur Cassi, bonjour. Bonjour Monsieur Gnani. Alors, le Conseil national de sécurité, je veux dire, est la cheville ouvrière de cette conférence du G7++, des amis du Golfe de Guinée. Ma première question elle est celle-ci. Comment appréciez-vous jusque-là la qualité des travaux? Il y a beaucoup de spécialistes qui sont arrivés d'un peu partout. Comment vous appréciez ce qui se passe jusque-là? Bien, je voudrais, avant d'arriver à parler donc des travaux, je voudrais dire combien la Côte d'Ivoire est honorée de co-présider avec le Canada cette conférence du G7++, Amis du Golfe de Guinée. La Côte d'Ivoire a mené avec le Canada donc toute la préparation de cette conférence. Et malgré les distances entre le Canada et la Côte d'Ivoire, les équipes ont pu travailler ensemble à distance grâce aux technologies de l'information et de la communication pour arriver donc à ce résultat. C'est une première, une coprésidence d'un pays du Nord et d'un pays du Sud. Et donc la Côte d'Ivoire... Sur des questions aussi importantes. Oui, sur des questions aussi importantes. Et donc, nous espérons que cela va donner donc l'exemple pour que les prochaines conférences soient donc co-présidées donc entre les pays du Nord et les pays donc du Golfe de Guinée. Et je crois que nous sommes satisfaits. Comme tout le monde l'a remarqué, l'a indiqué, donc la réunion a été bien organisée et se passe dans de bonnes conditions. Maintenant, concernant les travaux, ce sont des échanges et des débats de haut niveau, de très haut niveau, avec la qualité donc des personnalités qui sont présentes, des participants. Les discussions se déroulent bien, si l'on peut dire, mais ce qu'on peut relever, c'est que même s'il y a eu donc quelques progrès, parce que la responsabilité repose quand même sur les États du Golfe de Guinée, les pays du Golfe de Guinée qui doivent mettre en place un certain nombre d'infrastructures de sécurité dans le cadre de l'architecture de Yaoundé. Il y a eu des progrès dans la mise en place donc, de cette architecture, donc tout n'est pas encore prêt, comme on a pu donc, le constater dans l'état des lieux qui a été fait, mais il y a eu des progrès, mais il y a surtout beaucoup de défis. Les défis sont importants et les débats, les échanges permettent justement de mettre en lumière les défis. Et de mieux apprécier voilà, l'acuité. Voilà, c'est ça. Et donc ça permet donc d'éclairer donc les thématiques et puis donc d'ouvrir les pistes sur lesquelles donc les États africains doivent travailler. C'est notre responsabilité en premier lieu. Les pays du G7 sont là pour nous aider, mais disons que c'est nous qui devons être à la tâche. Nous sommes les premiers concernés. Voilà. Donc c'est ça ce qu'on peut retirer déjà de ces échanges qui ont eu lieu donc, sur les 3 thématiques d'hier, bon, qui continuent ce matin. Et donc on va attendre les résolutions de fin de conférence pour voir un peu quelles sont les orientations et ce qui est recommandé donc pour la suite. D'accord. Alors, une question, je vais dire, d'ordre général. Pourquoi avoir créé le Conseil national de sécurité? Vous allez me dire, bon, vous allez demander au chef de l'État, mais bon, vous pouvez quand même nous dire un peu c'est quoi l'esprit du Conseil national de sécurité? On a déjà des ministères, on a déjà beaucoup d'institutions qui dépendent d'ailleurs du grand patron lui-même, mais pourquoi spécifiquement un Conseil national de sécurité? Alors, la création du Conseil national de sécurité répond à un objectif de gouvernance sécuritaire. Il faut que, au niveau le plus élevé, au niveau politique décisionnel,
il y ait donc une coordination de l'ensemble des outils sécuritaires, aussi bien des ministères qui y travaillent, mais aussi des forces. Et le Conseil national de sécurité est chargé justement de la coordination, de la supervision de toutes ces forces et ces ministères, de façon à ce que l'action soit coordonnée pour assurer efficacement la sécurité en Côte d'Ivoire. Donc, il y a des décisions qui sont prises tout le temps par le Conseil national de sécurité, qui se réunissait les premières années pratiquement toutes les semaines sous la présidence du chef de l'État en personne, parce que les circonstances l'exigeaient. La situation de sécurité en Côte d'Ivoire n'était pas bonne, donc il fallait prendre les mesures, les décisions au fur et à mesure pour améliorer donc la sécurité en Côte d'Ivoire. Et cela a été fait par le Conseil national de sécurité. Aujourd'hui, la cadence a été donc revue de façon à ce que voilà, les réunions se fassent moins fréquemment, parce que bon, on est quand même arrivé à un niveau de sécurité quand même assez satisfaisant en Côte d'Ivoire. Et donc les réunions continuent, mais à une cadence moins élevée. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, quels sont aujourd'hui les grands enjeux sécuritaires pour la Côte d'Ivoire? Je dirais que le grand enjeu sécuritaire, c'est la lutte contre le terrorisme. C'est le phénomène sur lequel la Côte d'Ivoire doit véritablement travailler, et y travaille d'ailleurs, comme vous le réalisez. La mise en place de la nouvelle académie à Jacquesville rentre justement dans le cadre donc, de cette stratégie mise en place par la Côte d'Ivoire. Et vous savez que les groupes djihadistes menacent directement la Côte d'Ivoire. Après l'attentat de Grand Bassam, nous sommes toujours menacés par les groupes djihadistes. Donc, le degré de la menace est toujours élevé. Le degré de la menace est quand même à un certain niveau. Et donc, il faut maintenir la vigilance. Et donc, toutes les forces sont mobilisées par rapport à cela. On ne le dit pas, bien entendu, mais la Côte d'Ivoire veille de façon constante sur cette menace terroriste. Donc ça, c'est véritablement le grand enjeu. Le grand enjeu. Ouais. Alors, parlons de la réforme de la sécurité lancée il y a plusieurs années. On a toujours comme l'impression que, puisque nous sommes sur le terrain de la Marine nationale, oui, je vais le dire ainsi, on a toujours comme l'impression que la Marine nationale est l'enfant pauvre de l'armée. Est-ce que c'est une impression que vous avez vous-même? Ah non, pas du tout. Moi, je n'ai pas du tout cette impression. Vous savez que les premiers grands investissements qui ont été faits pour l'armée, ça a été justement la marine, avec l'acquisition des patrouilleurs. Surtout après la crise post-électorale. Voilà. Donc, le chef de l'État, le Conseil national de sécurité, s'est rendu compte que la piraterie maritime, et on a eu donc ici en Côte d'Ivoire des actes de piraterie. En Côte d'Ivoire, on en a eu. Donc, le Conseil national de sécurité s'est rendu compte de la menace et donc a pris les mesures pour que la Côte d'Ivoire soit dotée quand même des vecteurs qui permettent quand même des interventions en mer. Voilà, c'est dans ce cadre donc que des patrouilleurs ont été acquis par l'État de Côte d'Ivoire pour mieux outiller la marine. Ils ont été les premiers à être, disons, équipés lourdement. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont les enfants pauvres. Maintenant, la loi de programmation militaire aussi prévoit encore de continuer à renforcer leur équipement. Il faut dire aussi qu'il y a eu l'apport de certains pays amis comme les États-Unis, la Chine et tout ça, qui ont aidé la Côte d'Ivoire justement à renforcer donc, ses équipements au niveau de la marine et de la surveillance de notre espace maritime, parce qu'il y a les côtes. Voilà, il y a les côtes, il y a donc la surveillance côtière, donc les équipements de surveillance côtière qui ont été mis en place avec l'aide des États-Unis.
Et donc aujourd'hui, on a quand même un dispositif qui nous permet quand même de réagir par rapport à ce qui se passe en mer. Pas trop loin en mer, mais quand même aux alentours de nos côtes. Et justement, le ministre Fadiga en parlait tout à l'heure. Oui. C'est bien de surveiller les côtes, hein, ce serait encore mieux de pouvoir aller beaucoup plus loin. Voilà, il a parfaitement raison. Et voilà, et donc disons qu'il va avoir une montée en puissance de notre marine au fur et à mesure, donc les moyens pourront être mis à disposition. On va quand même parler des grands axes de cette grande réforme de la sécurité. Quels sont-ils, ces axes? Alors, la réforme du secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire concerne 6 piliers, ce qu'on appelait les piliers de la réforme du secteur de la sécurité. Il y a la sécurité nationale, donc avec toutes les forces qui sont comprises donc, pour assurer la sécurité des populations, la sécurité donc, de l'État. Il y a eu, donc, au sortir de la crise post-électorale, donc, le problème de reconstruction post-crise, avec donc le désarmement, la remise en marche des commissariats, la remise en marche, voilà, tout ça, qui a été fait donc, dans le cadre donc, de la reconstruction post-crise. Il y a la justice, donc la réforme du système judiciaire aussi, qui a été donc menée en parallèle. Tout ce qui s'est fait, le système judiciaire et le système pénitentiaire, parce que vous avez vu, donc un certain nombre de choses ont été faites au niveau de nos prisons pour renforcer donc ce dispositif. Il y a, et dans le cadre justement de ce pilier aussi, il y a eu un renforcement de la coopération internationale en matière de défense et de sécurité. La Côte d'Ivoire a signé beaucoup d'accords avec de nombreux pays, aussi bien nos voisins que certains grands pays, pour renforcer notre coopération donc, en matière de défense et de sécurité. En termes de renseignement, en termes d'équipement. Voilà, il y a tout ça, d'assistance et tout ça. Donc tout ça participe de cette réforme, de cette grande réforme. Alors, il y a également aussi le contrôle démocratique, donc, qui vise donc à faire en sorte que tout le secteur de la sécurité soit sous contrôle donc, des élus, donc le Parlement, le Président de la République, donc il y a un meilleur contrôle du secteur de la sécurité donc, par ceux qui sont en charge donc, de surveiller justement que les politiques sont mises en œuvre et que cela est suivi donc, sur le terrain. Un certain nombre d'actions ont été faites dans ce sens-là. On continue d'y travailler dans ce secteur parce que là, il y a quand même des choses, disons des actions qui restent encore à mener pour renforcer justement le contrôle démocratique. Il y a le pilier concernant donc la gouvernance économique parce que si il n'y a pas d'emploi, on a toujours des problèmes de sécurité. Donc la gouvernance économique fait aussi... S'il y a trop de pauvreté. S'il y a trop de pauvreté, on a des problèmes de sécurité. Donc voilà. Donc tout ça va ensemble. Donc vous avez vu tout le train de mesures qui ont été pris donc, par le gouvernement dans le cadre de la gouvernance économique pour améliorer donc, les affaires, pour améliorer l'emploi de la jeunesse et tout ça. Donc tout ça participe de cela. Et puis il y a la dimension humaine et sociale. Il y a la CMU qui faisait partie de la réforme qui a été mise en place et qui va être lancée en janvier 2019. Donc tout ça c'est la protection sociale. Il y a la couverture santé, la couverture sanitaire universelle, donc tout ce qui est fait avec le système de santé, donc la construction de nouveaux hôpitaux, de centres de santé, leur équipement ou rééquipement, tout ça. Finalement, la sécurité, c'est en tout. La sécurité, c'est la sécurité humaine de façon globale. Ce n'est pas seulement sécurité physique des biens des personnes, mais c'est plus englobant. C'est-à-dire, c'est ce que a choisi la stratégie nationale en Côte d'Ivoire de réforme du secteur de la sécurité. C'est de
voir la sécurité de façon englobante. Comment se fait-il qu'on a toujours l'impression de ne pas être bien protégé? Quand on voit ce qu'a causé comme choc émotionnel, les microbes, tous ces phénomènes de société, on a toujours l'impression que, bon, l'État a beau faire, nous, on n'est toujours pas bien protégés. Non, 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 mais c'est des phénomènes qui apparaissent, et contre lesquels il faut prendre des mesures. Et je crois que c'est ce que l'État a fait. Lorsque le phénomène des microbes est apparu, parce que ça a surpris quand même tout le monde, ça a pris de l'ampleur, et puis donc on s'est retrouvé devant ça, l'État, le Conseil national de sécurité a pris des mesures, bon, à la fois des mesures de répression, mais aussi des mesures préventives, puisque donc un certain nombre de ces jeunes ont été donc récupérés, sortis de la rue, pour ne pas qu'ils continuent de mener, donc, de faire des menaces aux populations, et les ont envoyés en resocialisation dans des centres. Vous avez appris donc le programme donc, de resocialisation de ces jeunes-là, qui a touché à peu près 700 de ces jeunes, donc qui ont été resocialisés, formés à des métiers, etc., pour qu'ils puissent exercer donc des métiers donc, à leur sortie. Ce programme a été fait et là, on a appris donc récemment que l'État a décidé de poursuivre cela avec donc de façon continue, de façon à ce qu'on ne trouve plus d'enfants qui soient abandonnés de cette manière et qui deviennent des menaces à la sécurité aux populations. Donc je pense que l'État a pris les mesures qu'il fallait. Maintenant, il y a aussi des mesures de répression. Les opérations éperviers qui ont lieu de temps à autre visent aussi à faire en sorte à dissuader tous ceux qui veulent rentrer dans ce mode d'action, de ne pas le faire. Donc de prendre ceux qui y sont et puis donc de les traduire devant la justice comme il se doit. Toute dernière préoccupation, cette conférence va apporter un peu plus d'efficacité à l'action de l'État en mer? Oui, justement, c'est justement pour renforcer la gouvernance de l'action de l'État en mer en Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire a mené les actions pour qu'on lui attribue la coprésidence, une coprésidence. Donc ça participe justement du renforcement de la gouvernance de l'action de l'État en mer. C'est dans ce cadre aussi d'ailleurs que la Côte d'Ivoire a mené les actions pour qu'on lui attribue le siège du CRESMAO, le centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest. Donc tout ça participe de cette stratégie qui faisait partie de la stratégie de l'action de l'État en mer. Donc voilà un peu donc, où rentre, disons, cette conférence aujourd'hui. Donc ça fait partie effectivement de l'action de l'État en mer qui est en œuvre, de façon à ce que la Côte d'Ivoire assume, disons, un rôle accru au plan régional, mais aussi au plan international, parce qu'il y a toujours quand même des retombées par rapport à toutes ces actions. Merci, M. Kassi. Bonne journée. Merci beaucoup. Et bonne fin de conférence. Merci.